Merci beaucoup d'être venu à cette digression insoumise organisée par le groupe d'appui des Insoumis de Pyrénées-Ménilmontant. Alors j'en profite pour remercier mon groupe d'appui à moi perso qui m'appartient pour l'organisation de cette soirée. Sans eux rien n'aurait été possible. Et remercier ma petite femme pour ses critiques acerbes et ses encouragements néanmoins. Un groupe d'appui, alors j'en profite un petit peu pour vous parler de la France Insoumise avant tout. Un groupe d'appui c'est quoi? C'est des gens qui se réunissent pour militer sur le terrain et défendre le programme de la France Insoumise, dont porte-parole est Jean-Luc Mélenchon. Ça nous paraît important, à nous en tout cas, et à vous aussi j'espère. Excusez-moi. Dans notre groupe, on s'est demandé quelles actions on pouvait avoir sur le terrain pour sensibiliser les gens à notre candidat et à son programme, à notre programme. Et alors bien sûr, on s'est lancé dans des actions de militantisme classique, le tractage, le collage, les actions sur le terrain pour rencontrer les citoyens, parler avec eux. Mais on s'est dit aussi que c'était intéressant peut-être, dans un moment politique comme l'élection présidentielle, qui est toujours un moment de sensibilisation des citoyens au vivre ensemble, à l'économie, à comment fonctionnent les institutions. C'est des choses qu'on oublie pendant 5 ans et puis tout à coup ça nous revient au visage comme ça. Et donc on a une disponibilité citoyenne qui est plus importante dans ces moments-là. Et on s'est dit que c'était peut-être pertinent d'essayer de faire de l'éducation populaire. On a tous des compétences, on a tous quelques connaissances. Et on s'est dit que si on pouvait partager ces compétences et ces connaissances, sensibiliser les gens à des sujets qui nous tiennent à cœur, ce serait positif et peut-être pertinent dans le cadre de la campagne. Ce soir, on va essayer de parler de permaculture. Enfin, je vais essayer, c'est mon boulot, de parler de permaculture et de le faire résonner un petit peu avec les lignes du programme de la France Insoumise qui résonnent bien avec ça. J'en ai noté quelques-unes. La règle verte. Je pense que vous en avez entendu parler, peut-être dans le programme, la règle verte qui doit être constitutionnalisée par la France Insoumise et qui dit qu'on ne peut prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut donner dans une année. Hein, je ne sais pas si vous savez, si vous avez entendu parler de la dette écologique. La dette écologique fait que chaque année on consomme 1,6 fois ce que la planète peut produire. Et chaque année, on consomme un peu plus que ce qu'elle peut produire. Ce qui veut dire qu'on tape dans les réserves de la planète, et la planète s'épuise. Il y a un moment quand c'est trop épuisé, la planète meurt, et nous aussi. Dans le programme, il y a beaucoup de choses sur le partage des richesses. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le cadre de la permaculture. Partager les richesses, partager l'abondance. Dans le programme, on parle aussi de la transition énergétique. Là, on est au cœur de la permaculture. On parle de l'habitat, de l'agriculture paysanne. Voilà. J'oublie sûrement des thèmes. En tout cas, c'est des thèmes qui sont centraux dans cette campagne de la France Insoumise et qui sont des thématiques centrales dans ce qu'est la permaculture. Et puis aussi, partager la connaissance. Le capitalisme nous explique que son mode de fonctionnement est une croissance illimitée. Or, dans un monde fini, comme le nôtre, un monde limité, la croissance illimitée est tout à fait impossible. En fait, le capitalisme porte en lui les germes de sa destruction. La connaissance, elle est illimitée. Moi, si je partage une connaissance avec vous, je ne serai pas plus pauvre de l'avoir partagée avec vous. Par contre, vous serez plus riche de cette connaissance. Et en plus, cet échange qu'on va avoir ensemble, on va créer une troisième connaissance. Donc il y a un effet multiplicateur. Cette croissance est extraordinaire, c'est la seule croissance sur laquelle les humains doivent s'appuyer, c'est celle de la connaissance. Je regardais, parce qu'on a eu des digressions insoumises, on a eu une pour l'instant, il y en a 2 autres qui sont en préparation avec Constance, qui nous a fait une digression sur l'éducation. Et du coup j'ai été voir, parce que ça m'a beaucoup intrigué, j'ai été voir quelques vidéos de Céline Alvarez, c'est ça son nom, et qui nous explique que l'être humain, par nature, est câblé pour apprendre. Et qu'il a une soif d'apprentissage. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus. Alors permaculture. Permaculture, ça veut dire quoi? Permaculture, c'est à l'origine, historiquement, la contraction de 2 mots. Ça vient d'Australie. Donc permanent et agriculture. Donc une agriculture de la permanence. Mais la permaculture, avec les outils qu'elle a déployés, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin que l'agriculture. Et elle a commencé à traverser tous les sujets qui font la société humaine, qui font la vie humaine. Je vous ai distribué les petites fleurs de permaculture pour que vous puissiez regarder les thématiques qui sont traversées par la permaculture. L'éducation,
la gouvernance, l'économie, l'habitat, toutes les choses qui font l'être humain. Très bien. Alors je vous donne maintenant une définition de la permaculture. Je l'ai trouvé, il y en a plein des définitions de la permaculture, celle-là m'a paru sympa. Une science de la conception de culture, culture au sens large, de lieux de vie et de systèmes agricoles humains, utilisant des principes d'écologie et le savoir de sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. Voilà, bonne soirée, la conférence est finie. Non, évidemment c'est une blague. On n'est pas très avancé quand on a vu ça, mais tout ça pour vous dire que la permaculture, quand on commence à s'intéresser à la permaculture, il y a le premier niveau de connaissance qu'on acquiert en permaculture, ça passe par un cours certifié de permaculture, le CSCP, et qui dure 10 jours. Voilà, ça c'est pour avoir une première initiation de ce qu'est la permaculture. C'est évidemment impossible, vous le comprendrez, en une soirée, qu'on aille très loin dans chaque chose. On va essayer de survoler, je vais essayer de vous parler de multiples choses, et puis si vous êtes intéressé, forcément, vous irez faire des recherches personnelles, et vous irez voir vous-même ce que vous pouvez trouver. Alors c'est un concept, la permaculture, qui date des années 70. C'est la rencontre entre deux personnes. Un maître de conférence à l'université de Tasmanie qui s'appelait Bill Mollison, qui était un personnage très haut en couleur, un barbu au caractère bougon, revêche, capable d'éclat, très extraverti, un génie quand même. Un type qui avait arrêté l'école à 15 ans, qui a travaillé 10 ans dans une ONG environnementale, qui ensuite est revenu à l'université, qui a passé ses diplômes et qui est devenu géobiologiste, je crois. Et qui était maître de conférence au moment où il rencontre une autre personne, David Holmgren, un Australien lui aussi, qui lui est étudiant. Et de la rencontre de ces deux personnes va naître le concept de permaculture. Bill Mollison, il est très célèbre dans le milieu de la permaculture pour une de ses phrases que tous les permaculteurs connaissent. Il nous explique que le problème est la solution. En fait, dans nos sociétés, on a souvent un rapport au problème qui peut se résoudre de deux façons. Soit on l'élimine, soit on le met sous le tapis. Holmgren, lui, nous propose d'être créatif. Je vous donne un exemple de problème. Comment on peut créer des problèmes aussi. Dans les élevages de poules industriels, ils avaient un énorme problème. Les plumes des poules, ils en avaient dans des quantités astronomiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'exploitation industrielle de poules. C'est assez monstrueux, elles sont toutes collées les unes aux autres. Et donc il y avait une abondance de plumes. Et les plumes, ça crée des pollutions d'azote. Donc c'était un coût important pour ces sociétés de traiter ce problème à l'azote. Donc ils se sont dit, idée géniale, on va éliminer les plumes des poulets. Formidable. Donc ils ont créé des poulets sans plumes. Formidable. Ils n'avaient plus de problème de pollution à l'azote. Sauf qu'un poulet sans plumes, ça a froid. Donc ils ont été obligés de mettre des radiateurs dans les exploitations de poulets sans plumes. Mais comme ça leur revenait plus cher de faire chauffer des poulets sans plumes, du coup ils ont arrêté de faire des poulets sans plumes et ils sont revenus à des poulets avec des plumes. C'est une façon qu'on a, nous, de traiter les problèmes. Le poulet sans plumes. Ce que nous propose Bill Mollison, c'est quand il y a un problème, un élément qui pose problème dans un système, c'est un élément qui n'est pas relié au reste du système. Et parce qu'il n'est pas relié au reste du système, il pose problème. Je ne sais pas si ça fait image. Il faut créer, quand vous créez un système, en permaculture on fait ça, on crée des systèmes. On crée des systèmes de production humaine. Et quand un de nos éléments fonctionne mal, on ne cherche pas à l'éliminer, on ne cherche pas à le nier, on cherche juste à le reconnecter au système. On pourrait en prendre des leçons, nous les humains, dans nos conditions de vie sociales, quand quelqu'un pose problème, plutôt que de l'éliminer, plutôt que de le nier, comme on fait en créant des ghettos, ou en créant des prisons, on devrait intégrer ces gens, enfin essayer en tout cas, voir comment on peut les réintégrer dans notre système. La permaculture, c'est aussi quelque chose qui s'intéresse au social. Alors ces deux personnes, Bill Mollison et David Holmgren, ils ont fait un bilan du monde.
Ils se sont dit comment fonctionne le monde, l'ère industrielle dans laquelle on vit nous. Et donc, ils ont fait plusieurs constats. Le premier, les humains sont soumis aux lois du vivant. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Nous sommes des êtres vivants, et comme tous les êtres vivants, nous sommes cyclés, nous avons une naissance, une vie et une mort. Nous allons mourir. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Et notre vie dépend de notre écosystème. Quand on détruit l'écosystème, on détruit nos vies. Ils ont fait un deuxième bilan, c'est que l'extraction d'énergie fossile pendant l'ère industrielle a créé une démographie galopante et a développé des technologies extrêmement énergivores. On a eu accès à une énergie abondante par l'énergie fossile, le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Et donc on a pu injecter dans nos systèmes de production ces énergies dans des quantités astronomiques qui ont permis d'emballer une machine productive, très souvent pour faire quoi? Des choses tout à fait inutiles. Ces impacts de l'ère industrielle et de la surpopulation, non seulement sont énormes, mais surtout très rapides. Parce que notre planète, au cours de son existence, elle a connu des grandes extinctions d'espèces. On a connu 5 grandes extinctions d'espèces à travers l'histoire. Maintenant, de nos jours, on vient de rentrer dans la 6e extinction des espèces. Au début, quand je préparais ce petit truc, là, je me disais que j'avais commencé à noter plein de trucs pour vous faire flipper, des choses terribles sur l'écologie, sur l'état du monde, sur l'état... Bon, c'est une réalité, hein, ça va très très mal, je ne vous le cache pas. Seulement à la fin, que je notais des pages. En fait, j'avais envie de me pendre et je me suis dit que peut-être qu'on ne sortirait pas vivant d'ici une fois que j'aurais fini ma liste. Donc j'ai arrêté. Donc croyez-moi sur parole. Je vous en donne un parce que moi il m'a fait flipper, enfin je vous en donne 2. De la surface de la Terre qui ont disparu en 40 ans. En 40 ans. Il y a, moi ça me donne envie de pleurer, 200 000 hectares de forêt. 200 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque semaine. Voilà, vous ne entendez pas. Donc je vous disais, la planète elle a connu des grandes extinctions comme celle qu'on est en train de connaître maintenant. Sauf que maintenant ça se passe, l'ère industrielle elle a 200 ans. L'extinction là elle se passe là maintenant en 200 ans. La vie n'a pas le temps de s'organiser autour de ça. Elle n'a pas le temps, c'est impossible, ça va trop vite. Normalement, la vie trouve des stratégies pour développer de nouvelles formes de vie, pour évoluer, pour s'adapter, aller dans des niches où ça n'existait pas, ou s'adapter simplement aux conditions atmosphériques qui changent, aux températures qui changent, parce que ça se passe sur des dizaines, des centaines de milliers d'années. En 200 ans, c'est tout à fait impossible. Donc il n'y a aucune adaptation possible de la planète, ça va trop vite. Il n'y a que des rétroactions négatives au fait de cette ère industrielle. Si vous prenez simplement la plus grande des rétroactions négatives, c'est le changement climatique. C'est terrible. À partir de ce bilan complètement catastrophique, Bill Mollison et David Malmgren envisagent 2 scénarios. Le premier, extinction de l'espèce humaine par la destruction de son écosystème. Tout à fait envisageable. On n'en est pas très loin. En fait, à partir du moment, chaque être vivant a besoin d'un biotope très particulier pour vivre. L'espèce humaine est très fragile. On s'est développé sur les 200 000 dernières années parce qu'on a connu une ère géologique extrêmement stable par rapport à l'histoire du monde. Donc notre écosystème à nous, humains, il est fragile. La niche dans laquelle nous, on peut vivre, on n'est pas des animaux très adaptés. On a un cerveau qui fonctionne bien. En revanche, on est obligé de se vêtir, on est obligé de se chauffer, on a une alimentation très particulière. On est des animaux très fragiles, des organismes d'êtres vivants très fragiles. Donc, ah oui, juste un petit chiffre comme ça. On a souvent une image assez romantique des dinosaures, on voit ça comme des êtres vivants. Voilà, des gros bons bébés qui n'ont pas réussi à survivre, les pauvres, ils n'ont pas su s'adapter. Les dinosaures, ils ont vécu 165 millions d'années. Homo sapiens, c'est-à-dire nous, à 200 000 années. On n'est pas sûr de faire aussi bien que les dinosaures. Ça, c'est le premier scénario, disparition complète de l'espèce humaine. Le deuxième scénario, c'est la disparition des énergies fossiles, ce qui alimente la machine folle de l'ère industrielle. Les pics de pétrole sont déjà passés. Et
Ça date des années 70, mais depuis, il y a les matériaux qui disparaissent, enfin, il y a énormément de ressources qui disparaissent. On est arrivé à des pics de prélèvement de la Terre qui sont insoutenables, et donc on est en train de vider la Terre. Quand il n'y aura plus cette énergie à mettre dans le système de l'ère industrielle, en fait, on va vers un monde à la Mad Max. On ne sera pas préparé. On a l'habitude de vivre ici à Paris, d'aller faire nos courses dans des supermarchés. Comprenez bien une chose. Le monde actuel, ce que vous mangez actuellement, il faut 10 unités d'énergie pour fabriquer une unité alimentaire. C'est un ratio qui n'a aucun sens. Un paysan chinois des années 50, avec une unité d'énergie, la sienne, fabriquait 50 unités d'aliments. On est dans un monde fou. Donc disparition des énergies fossiles, un monde à la Mad Max. Chacun va se tirer la bourre pour avoir accès au dernier bidon de pétrole qui va lui permettre d'avoir accès à de l'eau potable simplement, ou à élever sa vache pour pouvoir avoir un petit peu de lait. Bon, enfin, un monde de catastrophe. À partir de là, ils se disent, bon, il faut faire quelque chose. Il faut sortir maintenant de ces scénarios mortifères. C'est impossible de rester comme ça. Donc il faut inventer, il faut créer, il faut mettre en place des systèmes qui d'abord réduisent notre consommation de ressources et qui réduisent aussi notre consommation d'énergie. Il faut que ça soit plus économe, il ne faut pas que ça fasse de déchets, il faut que ça soit résilient, il faut que ça soit autonome, il faut que ça soit respectueux de l'environnement. Il faut penser au cyclage, la nature cycle en permanence. La nature ne crée pas de déchets. Il n'y a que les hommes qui créent des déchets. La nature crée des ressources. Quand la nature crée une ressource, je vous en prie, entrez. La nature crée une ressource, c'est-à-dire une feuille morte, que moi j'adore parce que je vois souvent mes voisins, j'ai un petit jardin et mes voisins, quand c'est au printemps et que ça pousse beaucoup, alors ils taillent leurs plantes, ils les mettent dans des sacs en plastique, les déchets ils les mettent dans des sacs en plastique et après ils les mettent à la poubelle. Là il y a des camions qui viennent, qui ramassent les sacs en plastique pleins de déchets. Ces déchets on va les composter et ensuite il y a mes voisins qui prennent leur voiture, ils vont au supermarché, ils achètent le compost qu'on a fabriqué avec leurs déchets pour le remettre dans leur jardin. C'est un exemple de cycle, mais cet exemple vous pouvez le répéter à l'envi. L'ère industrielle fonctionne suivant une ligne. On prend une ressource, on la transforme, on crée un déchet. Et pendant ce temps-là, pendant toute cette ligne, on dégrade l'écosystème et on dégrade nos conditions de vie. La permaculture se propose, à l'image de la nature, de prendre une ressource, de la transformer, de la consommer et de la rendre à la nature afin que le cycle puisse recommencer. C'est extrêmement important. Il faut cycler. Alors comment on fait? Très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Déjà on pourrait commencer par s'inspirer des modèles antérieurs à l'ère industrielle. On a vécu pendant des dizaines de milliers d'années sans énergie fossile. Donc il y a des solutions qui existent. Il faut juste être curieux de les connaître. À ce propos, je vous parle d'un petit truc. Au 19e siècle, à Paris, autour du périphérique, de ce qui est le périphérique, il y avait des maraîchers. Alors ils avaient une ressource abondante qui était le crottin de cheval, parce qu'à l'époque, on se déplaçait beaucoup à cheval. Et ces maraîchers étaient tellement productifs qu'ils nourrissaient Paris, qui était, je crois, 1 million d'habitants, je crois, à l'époque. Ils nourrissaient Paris et ils exportaient à Londres, parce qu'ils en avaient trop. Ils créaient trop de nourriture. Et donc ils arrivaient à exporter. C'est une solution. Je dis juste s'inspirer de manière plus générale des modèles antérieurs à l'ère industrielle. Il faut s'appuyer sur la science. On a des connaissances, on a des capacités techniques. On est capable de créer des systèmes qui ne sont pas énergivores. On est capable de créer des systèmes qui cyclent les choses. On est capable d'attraper l'énergie naturelle, l'énergie renouvelable, le vent, le soleil, l'énergie de la mer. Là aussi, c'est dans le programme des Insoumis, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et puis, il y a un aspect fondamental, qui est moi celui que je préfère, qui est de s'inspirer de la nature. Alors, pourquoi s'inspirer de la nature? La vie, elle a 4,5 milliards d'années d'expertise. C'est extraordinaire. Elle a réussi à se développer dans toutes les directions, dans tous les horizons, dans tous les systèmes.
Si vous voulez, je vous donne un exemple. Il y a des êtres vivants qu'on appelle extrémophiles. Extrémophile, ça veut dire qui aiment les conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'on va trouver les organismes vivants à l'intérieur de sources de soufre. C'est tout à fait impossible normalement. Ça ne fonctionne pas. Eh bien si, ça fonctionne. Un lichen, il est capable, alors les scientifiques ont découvert que le lichen était capable de revenir à la vie après avoir décédé. Alors ça évidemment, Lazare, c'est impossible pour un scientifique, donc ils ont inventé un mot, ils ne pouvaient pas parler de résurrection, ils parlent de reviviscence. C'est-à-dire qu'en fait, le lichen, c'est tellement puissant un lichen qu'ils en ont balancé dans l'espace. Alors les conditions dans l'espace, je ne sais pas si vous imaginez, ils l'ont ramené sur Terre, et le lichen, il a revécu. Les troupes napoléoniennes, quand elles ont fait la retraite de Russie, ils n'avaient rien à bouffer, et donc ils bouffaient tout ce qu'ils trouvaient. Alors ils bouffaient leurs chaussures, ils bouffaient leurs vêtements, voilà, ils sont tous tombés malades, ils ont tous eu des organes internes qui se sont mis dans un état pas possible, ils sont tous morts de ça, en fait, plus que de la faim. Et puis il y a quelques compagnies qui ont, elles, bouffé des lichens. Ils étaient affamés, ils étaient épais comme ça, on est bien d'accord, ils n'étaient pas dans une grande forme. En revanche, aucun de leurs organes internes n'ont été abîmés. Il y a à l'intérieur du lichen, je ne sais pas quoi, une substance qui permet, quelque part, d'envisager une sorte d'immortalité. Mais ça, c'est la vie qui déploie ces stratégies. Ça, c'est la nature, avec ses 4,5 milliards d'années d'expérience, qui est capable de créer ça. Quand la Terre va exploser sous la folie des hommes, les lichens seront balancés dans l'espace, ils vont voyager comme des graines, comme si la Terre était une fleur, ils vont s'envoyer dans l'espace, ils vont tomber sur une planète, ils en ont rien à foutre, ils vont attendre 2 milliards d'années, il y a une goutte d'eau qui va tomber sur eux, et ils vont revenir à la vie, et la vie sera repartie, malgré les êtres humains. Alors, la nature, c'est pas moral. La nature, elle n'est pas morale. La nature, elle n'a qu'une fonction, c'est vivre. Elle veut juste se reproduire. Elle veut juste coloniser. C'est tout. Les hommes sont des êtres moraux, mais pas la nature. Une fois qu'on sait ça, on se dit, si j'applique des solutions naturelles à une société humaine, je vais en faire une société amorale. Et d'ailleurs, la permaculture est très souvent utilisée par des gens, je ne sais pas si vous avez entendu parler des survivalistes. Les survivalistes, c'est un courant qui vient des États-Unis, où les gars, eux, se sont penchés sur le scénario Mad Max. Et ils pensent que ça va finir comme ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des bunkers au fond des forêts canadiennes, américaines. Ils achètent des armes, ils achètent des cachets contre la radioactivité, et ils apprennent la permaculture. Parce qu'ils veulent être autonomes en alimentation. Bon, évidemment, on se coupe de l'essence de ce qu'est la permaculture, et l'essence de la permaculture, quelle transition, c'est l'éthique. L'éthique, c'est vraiment le cœur de la permaculture. C'est ce qui fait que, c'est ce qui doit interroger tous les systèmes productifs qu'on va créer grâce à la permaculture. C'est la constitution, si vous voulez, de la nation française. Cette éthique, elle est universelle. Elle s'applique dans tous les cas de figure. Cette éthique, elle est très simple, elle est presque naïve, mais ses implications, elles sont fondamentales. Soin aux hommes. Prendre soin des hommes, à tous les niveaux. Prendre soin de la terre étant, comme je vous l'ai dit, notre écosystème, le seul dans lequel on puisse vivre. Nous devons prendre soin de la terre et partager l'abondance. Partager l'abondance, c'est aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la terre, elle est finie. Elle dispose d'un certain nombre de ressources, mais pas plus. On va pouvoir en créer, mais on ne va pas pouvoir en inventer comme par miracle. Alors, Delphine m'a dit de mettre le gâteau, donc je l'ai mis. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Le gâteau, en fait, c'est les ressources, c'est les richesses. Nous sommes un certain nombre d'êtres humains sur Terre, on est trop nombreux. Bon, il faudrait aussi limiter notre nombre. Le capitalisme s'y entend pour ça, il fait des guerres, pas les permaculteurs. Donc le gâteau, si on veut partager l'abondance en prenant soin des hommes, ce gâteau, on va le partager de manière équitable pour que chacun puisse vivre dignement. À partir du moment où vous avez quelques-uns qui prennent la plus grosse part du gâteau, on n'est déjà plus dans un système permacole, puisqu'on ne partage plus l'abondance.
La terre est abondante avec les hommes. Ils devraient en prendre soin. Donc ça, c'est l'éthique. Les principes, maintenant. Les principes découlent... Guillaume, juste la limace, parce que moi j'aime bien le gâteau avec la limace. Ah oui, d'accord. Alors, partager l'abondance. Alors, salut Guillaume. Salut. La limace. Alors, la limace, partager l'abondance, ça veut dire que quand vous faites un potager, il faut accepter que les limaces viennent bouffer vos salades. Oui, partager l'abondance, c'est aussi partager l'abondance avec la vie, pas seulement les êtres humains, avec toute la vie. Une limace, une chaîne écologique, c'est fondamental. Une limace, elle bouffe beaucoup de champignons. Et quand elle bouffe des champignons, elle bouffe des spores de champignons. Quand ces spores de champignons passent dans son intestin, ils sont fertilisés. Et quand la limace fait caca, en fait, elle fait caca des champignons partout. Et le champignon, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, ça ferait beaucoup trop d'informations chimiques, mais le champignon, c'est une des clés de la transformation de la matière organique en éléments nutritifs pour les plantes. Voilà, sachez juste ça. Donc la limace est fondamentale à l'équilibre de votre potager. Partagez l'abondance avec la limace. Les principes donc sont issus de l'observation de la nature, ils sont aussi universels, ils s'appliquent dans tous les systèmes permacoles. Et la troisième strate, c'est stratégie, outils, techniques, eux ils sont situationnels. Alors très souvent quand les gens parlent de permaculture, en fait ils parlent de cette strate-là. Hein, ils disent « Ah moi je fais un jardin en permaculture », c'est-à-dire ils ont fait des buts. Hein, c'est très connu les buts de permaculture. Ils le font sans comprendre à quoi ça sert, sans savoir qu'en fait c'est tout à fait inadapté dans plein d'endroits, et que il faut prendre en compte énormément d'éléments avant d'insérer une butte dans un système productif alimentaire. Incroyable, j'ai tellement vu. Il manque une page. Hein? Ah, j'ai plus de page en fait. Alors là, j'ai plus de notes. Alors là, on est parti en why. Attention. Je bois un petit coup, j'ai la bouche desséchée. Un peu de rhum. Quand on n'a plus de notes, on se laisse aller ou alors on tourne la page. Ça va m'aider. Ah, on est sauvé. Les principes. On passe rapidement sur les principes. Qu'est-ce que c'est les principes qu'on applique dans nos systèmes? Vous vous rappelez, hein, la permaculture, création de systèmes productifs pour les êtres humains. Il y a 6 principes. Alors, j'ai pris les principes de David Holmgren, qui est donc un des deux permaculteurs dont je vous ai parlé au début, un des deux concepteurs de la permaculture. Pourquoi je l'ai pris lui? Parce que c'est mon personnage préféré. D'abord, j'ai une tendresse pour lui parce que c'était un introverti et avec beaucoup de poésie, un intellectuel très sympathique. Alors que l'autre était une grande gueule, un peu rude, un peu clivante. Donc je l'ai pris lui. Il y a d'autres principes de permaculture. Si vous regardez sur internet, vous allez trouver d'autres choses, des histoires sur le zonage, des histoires sur la mise en relation des éléments, le positionnement relatif, etc. Bon, je ne vous parle pas de ça. On va se limiter à ça. Donc inspirer de la nature. Première chose, avant d'installer un système... Ça va? Julia, tu es très en retard. Avant d'installer un système, on va y aller en douceur. On ne va pas faire, on va arriver avec nos bulldozers. Donc on va observer avant d'interagir. Observer, ça veut dire que quand vous arrivez sur un site où vous allez implanter votre système, vous allez devoir faire attention à ce qui s'y passe déjà. Ça marche aussi pour un système social, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Moi je suis plus branché écologie, nature, tout ça, mais il y a des permaculteurs qui s'intéressent à comment on vit ensemble, comment on communique ensemble, comment on gouverne ensemble, comment on fait de l'économie ensemble avec des principes permaculturels. C'est moins mon domaine. Mais ça existe, et c'est fondamental. Donc on va observer le site, et le site il a des propositions à nous faire. Vous pouvez pas... J'ai une anecdote marrante parce qu'en fait il y a une entreprise qui voulait faire de la truffe. Alors ils se sont dit on va faire de la truffe, ça rapporte beaucoup d'argent la truffe. Donc ils sont allés dans un coin de France, je crois que c'est l'Auvergne, et ils se sont dit bah là le site il est formidable. Sauf que il n'y a rien dans le biotope de là où ils sont installés qui est bon pour la truffe. Pas de problème. Ils sont arrivés avec des camions de terre qui sont bonnes pour la truffe.
ils ont renversé, ils ont acheté des kilos et des kilos de plantes, et ils les ont plantées, hein, des chênes truffiers, des choses comme ça, et maintenant ils font... Mais est-ce que vous imaginez, d'abord l'impact écologique de base est monstrueux, mais en plus, la maintenance derrière. Comment garder en équilibre un système que tout l'environnement réfute? Vous ne pouvez pas. Il faut accompagner la nature dans ce qu'elle nous propose. Vous ne pouvez pas lutter contre elle, sinon vous allez devoir investir une énergie extraordinaire. C'est ce qu'on fait avec nos champs de blé. On laboure, on met des pesticides pour les mauvaises herbes. C'est un combat sans fin. On ne peut pas y arriver. Donc on observe les conditions et on interagit ensuite. Quand on crée un système, on collecte et on stocke l'énergie. L'eau, c'est de l'énergie en permaculture, parce que c'est un flux. En fait. On essaye toujours de collecter les flux d'énergie au maximum et on essaie de les ralentir. Parce qu'une énergie qui traverse un système n'est pratiquement d'aucune utilité. Une énergie qui rentre dans un système et qui est utilisée, réutilisée jusqu'à finir par sortir, elle a un impact positif très fort. Comment ça marche pour l'eau, par exemple? Quand vous récupérez l'eau de pluie, vous allez la déverser dans un bassin, vous allez créer un bassin. En créant ce bassin, déjà, vous allez créer de la biodiversité. Vous allez créer énormément aussi... je peux pas vous parler de tout, c'est chiant. Sinon c'est trop long, quoi. Mais bon, sachez que c'est formidable. Un bassin, c'est extraordinaire. L'eau, c'est... Bon, d'abord, c'est là où, visiblement, la vie a pris sa source. On n'en est pas encore tout à fait sûr. On se demande si c'est pas dans le sous-sol. Maintenant, il y a d'autres théories qui s'affrontent. Mais en tout cas, l'eau, c'est l'élément le plus fertile de la vie. Dans un bassin, c'est là où vous avez les quantités de production organique les plus grandes par rapport, à, par exemple, à un champ ou une forêt. Donc l'eau, vous allez la récupérer, la mettre dans un bassin. Avec cette eau, vous allez pouvoir irriguer votre terrain. Créer un système de baissière, ça je vous en parlerai après, c'est un outil justement, hein, c'est les outils dont je parlais tout à l'heure, qui va infiltrer le terrain. Si votre terrain est en pente, à la fin, toute votre eau va converger, vous allez faire en sorte qu'elle converge dans un dernier bassin. Et là, si vous avez la chance d'être dans une région où il y a du vent, vous mettez une éolienne, vous mettez une pompe et vous renvoyez l'eau du dernier bassin dans le premier. Et donc vous avez un cycle qui est pratiquement sans fin. Collecter et stocker l'énergie. Créer une production. On ne travaille pas le ventre vide. Quand on crée un système, c'est pour se nourrir. Pour se nourrir ou autre chose. Il faut prendre ça au sens large. Créer du lien social, c'est une production. Créer du bien-être, c'est une production. Créer de la beauté, c'est une production. Créer de l'art, Donc, il faut prendre le sens du mot production dans son acceptation la plus large. L'autorégulation et la rétroaction. Alors l'autorégulation, c'est le Graal du permaculteur. C'est ce qui va lui permettre de se foutre dans un hamac et de profiter de la vie. Une fois qu'il aura mis son système en place, normalement, l'autorégulation, ça veut dire que vous créez un système qui est tellement efficient, qui est tellement résilient, qu'en fait, il s'auto-entretient, il auto-produit, il s'auto-fertilise, il s'auto-tout. En fait, vous n'avez plus qu'à récolter les productions que vous créez. Ça existe, hein. La forêt, il y a des forêts qui sont multimillénaires, que personne n'a jamais arrosées, que personne n'a jamais fertilisées, que personne n'a jamais labourées, et qui produisent chaque année des tonnes et des tonnes et des tonnes de ressources. Du bois, des fruits, des graines, des animaux, de la viande, des champignons, des racines souterraines. C'est sans fin. Et ces systèmes-là n'ont pas besoin de nous, ils sont tout à fait autorégulés. Et encourager les rétroactions positives. C'est un domaine un peu complexe, je ne m'y étale pas. Utiliser les ressources renouvelables, bon ben ça tombe sous le sens, hein, vraiment on rejoint tout ce qu'on a vu précédemment. Pas de déchets, ça je vous en ai un peu parlé aussi, on cherche à cycler. Quand on crée un système permacole, on ne produit aucun déchet. Et tout ce qui entre... en fait, on ne devrait rien faire rentrer sur le site du système. On devrait pratiquement tout créer et cycler à l'intérieur du système. C'est ce qui nous donnera de l'autorégulation d'ailleurs. Ensuite, on va avoir des principes descendants. Quand on crée un système, on part de l'ensemble et on va vers le détail. Si par exemple en France, on voulait passer aux énergies renouvelables, on aurait un problème de maillage du territoire. Parce qu'on peut très mal transporter l'énergie, c'est compliqué. Donc,
On partirait sur un plan d'ensemble, savoir où est-ce qu'il y a des besoins, où est-ce qu'il y a des ressources, comment on gère les flux, etc., etc. Et à partir de là, on va aller vers le détail et on va commencer à créer des unités petites et en très grand nombre. Pourquoi c'est pertinent? Parce que ça donne de la résilience en plus. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire qui tombe en panne, c'est des centaines de milliers de foyers qui sont privés d'énergie ou d'entreprises qui sont privées d'énergie. Quand vous avez une multitude, un maillage de petites unités productives, et c'est pour ça que la permaculture s'intéresse aux petites choses, eh bien, 1, 2, 10 peuvent tomber en panne, ça ne remet pas le système en question. Le système est quand même pérenne et fonctionne encore. Intégrer plutôt que séparer, je vous en ai parlé tout à l'heure sur l'intégration des éléments, plutôt que les séparer. Quand je vous ai dit il y a un problème, le problème c'est la solution. On parlait d'intégration. Des solutions lentes à petite échelle, je crois que je viens d'en parler aussi. Diversifier. Diversifier, c'est ce qui nous donne de la résilience. Quand dans un système, prenons un système alimentaire, si vous faites un champ de patates, vous avez 1 hectare de terrain et vous faites un champ de patates d'1 hectare. Donc qu'est-ce que vous avez intérêt à faire? C'est à multiplier les sources de production alimentaire. Vous allez faire beaucoup moins de patates, mais en revanche, vous allez faire des carottes, vous allez faire des salades, vous allez faire des arbres fruitiers, vous allez faire des animaux, vous allez faire 1000 autres choses. Si 1, 2, 3 trucs tombent en panne, vous aurez toujours de quoi survivre. Interface et bordure. Nous les hommes, on simplifie beaucoup nos systèmes et puis aussi on a tendance à rentabiliser l'espace. Quand on crée un système, il faut savoir laisser de la place au rien. Parce que c'est ce rien qui est créatif, en fait. Et qui va vous donner des opportunités de faire évoluer votre système. Un système n'est jamais figé. C'est toujours quelque chose de mouvant. On est obligé de s'adapter en permanence, d'y revenir, d'observer, de réfléchir, de faire avec ce qui se passe. C'est comme ça la vie. C'est tout le temps changement. Ah ben, utilisez le changement, merde. L'anticiper. Les systèmes proposent. Par exemple, ah oui, il y a un changement, par exemple, qu'on utilise en Europe, le climax du développement biologique. Le climax, c'est en fait le développement maximal que peut prendre un écosystème à l'intérieur d'un endroit donné. En Europe, c'est la forêt. La nature ne se développe pas plus que la forêt. C'est la forêt, c'est ce que la nature a trouvé de plus efficace en termes d'énergie, en termes d'économie d'eau, en termes de ressources, etc. C'est la forêt. Et donc, pour arriver à une forêt, c'est pas une forêt à la base. On va dire, disons qu'on part d'une prairie. Vous allez avoir une succession de plantes. Ça s'appelle la succession écologique. Ils vont venir s'installer sur le terrain. Alors j'aime pas le mot parce qu'il est très anthropocentré, mais qui va préparer le terrain. Qui va préparer le terrain pour la succession supérieure en fait, jusqu'à la forêt. Les premières plantes, très souvent, c'est les plantes pionnières. On appelle les plantes pionnières. C'est des plantes qui vont fixer l'azote de l'air. Les plantes, elles ont besoin d'azote. Elles vont le chercher dans le sol. Il y en a assez peu. Donc il y a des plantes qui ont cette capacité, par symbiose avec des bactéries dans le sol, à aller capter l'azote de l'air, à le fixer dans le sol et à le rendre disponible pour les autres plantes. Donc très souvent, c'est des plantes, par exemple je pense au robinier Fausacacia, à l'acacia, voilà, c'est des plantes qui vivent dans des conditions très difficiles, qui sont adaptées à des conditions extrêmes, justement parce qu'elles ont cette capacité à s'auto-fertiliser. Donc on peut utiliser cette dynamique qu'a la nature pour aller à la forêt, si on veut créer une forêt, par exemple. On n'est pas obligé de créer une forêt. Mais sachez que dès que vous interrompez le cycle écologique, ça vous demande un intrant d'énergie extraordinaire. Parce que pour bloquer l'évolution à un moment, ça demande beaucoup de maintenance. C'est pour ça qu'on entend tout le monde dire ah, je suis obligé de désherber tout le temps, je suis obligé de ceci, cela. Mais la nature, elle fait son travail, elle prépare à la forêt, puisque c'est à la forêt qu'elle veut revenir. Ah ouais, tu voulais que je parle de ça. Okay. Alors Delphine tient beaucoup à ce que je cite Emmanuel Kant, parce que ça fait sérieux. Emmanuel Kant, c'est un philosophe du 18e, et qui parlait déjà de ça. Alors j'ai noté, parce que j'étais sûr que je ne me rappellerais pas. Dans Critique de la faculté de juger,
il oppose deux systèmes, le système artefact et le système organique. Et déjà au XVIIIe siècle, le gars avait tout compris. Le système artefact, c'est le système dans lequel on vit. Un système artefact, c'est quoi? C'est une montre, par exemple. C'est un ensemble d'éléments qui n'ont qu'une seule fonction, de faire fonctionner l'élément supérieur. Et l'ensemble de ces éléments n'a qu'une fonction, c'est de donner l'heure à une personne qui est au-dessus de ce système. Je ne sais pas si vous voyez l'analogie avec le monde dans lequel on vit. Un système organique, c'est un ensemble d'éléments, comme une montre, sauf que tous les éléments ont besoin de tous les éléments pour simplement assurer leur survie. Et que chacun a une finalité, sa reproduction. Donc chaque élément doit prendre soin de tous les autres éléments afin d'être lui-même en tant qu'élément indépendant. Si on envoie ça dans notre sphère sociale humaine, c'est intéressant. Prenons soin tous les uns des autres afin de pouvoir vivre tous ensemble. Ah ouais, ça c'est super. Enfin je trouve. Ça c'est un exemple d'application de la permaculture suite à l'observation de la nature. Si on observe une forêt, on peut en tirer énormément d'enseignements pour implanter un système. Ça c'est un système productif, alimentaire pour les humains. On va reproduire ce que fait la forêt, mais on va le reproduire à destination des humains. Ce système-là va utiliser tout ce que la forêt utilise, c'est-à-dire des très très grands arbres. Hein, il y a 7 strates. La strate arborée, la plus grande strate, celle que vous voyez dans les forêts. Ils sont un peu les maîtres du boulot là. Alors j'ai mis des exemples de production qu'on pouvait avoir, c'est pas du tout exhaustif, hein, et puis c'est sous nos climats, il y a plein de climats. Par exemple un noyer c'est un très grand arbre. Ensuite vous avez la strate arbustive, qui va être un arbre plus bas, ça peut être un noisetier. Ensuite vous avez les arbrisseaux, framboises, groseilles, myrtilles, etc. La strate herbacée, les salades, tout ce qui va être les menthes, tellement de choses. Les couvre-sols, on va aussi utiliser le sol. Moi je pensais à la fraise des bois parce que j'aime bien ça. Il y a les légumes racines, hein, donc les radis par exemple. Et puis la dernière strate, ça va être les plantes grimpantes, les kiwis, les vignes, toutes ces choses-là. Vous pouvez créer un design en permaculture et créer un système comme ça. Ce système-là, une fois qu'il est en place, ne demande plus du tout d'entretien. On va choisir des plantes qui vont se reproduire elles-mêmes, des plantes vivaces, pas des annuelles, c'est-à-dire des plantes qui vont se ressemer, qui vont revenir d'une année sur l'autre. Et donc votre système, il va être en perpétuelle évolution et en perpétuelle aggradation. Ce système-là, vous n'avez pas besoin du tout d'y travailler. On peut En revanche, la différence du système de l'artefact, là, il y a besoin de beaucoup de travail humain pour la récolte. Ça veut dire que, à la différence d'un champ de blé, par exemple, on va avoir besoin d'un mec sur des centaines d'hectares avec un énorme tracteur et beaucoup d'essence. Là, évidemment, on ne peut pas mécaniser ça. Ce système-là, il n'est pas mécanisable. Ça veut dire qu'on va être obligé d'être sur un système beaucoup plus petit, à un usage local et cyclé pour les gens du coin, etc. Mais ça peut faire vivre. Ça peut faire vivre des millions de personnes, si ça c'est répandu sur à l'échelle d'une nation. Ça, c'est un modèle extrêmement pertinent. Les productions là-dedans, alors moi j'en ai listé quelques-unes. La matière organique, c'est ce qui crée la richesse de la terre, la matière organique. Les plantes ne se nourrissent pas de terre. Elles se nourrissent d'éléments nutritifs. La vie des plantes dépend étroitement de la vie de tous les animaux qui vivent dans le sol. Dans une cuillère, une petite cuillère de terre, il y a plus d'êtres vivants que tous les êtres humains à la surface de la Terre. Les scientifiques ne connaissent que 5% des animaux qui composent la vie de la Terre. C'est un domaine scientifique qui est complètement ignoré. La dernière chaire de microbiologiste des sols en France, elle a disparu dans les années 80. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir
les conférences de Claude et Lydia Bourguignon, qui sont deux microbiologistes des sols en France extrêmement réputés et qui s'intéressent beaucoup à ces sujets-là. On les trouve facilement sur YouTube et c'est passionnant. On va créer de la matière organique, donc on va créer de la fertilité, on va créer des plantes en bonne santé, des plantes qui ne seront pas malades, parce que quand vous mettez des pesticides, vous tuez la faune, vous tuez la flore, vous tuez les champignons, et donc vous tuez l'environnement. C'est comme nous, les plantes, elles ont besoin d'un environnement qui soit sain pour être en bonne santé. On va récupérer des champignons, on sait le faire, hein, des champignons, on peut même maintenant... il y a un type qui fait très bien ça, Sepp Holzer, qui est un permaculteur autrichien, et qui perce des bûches de bois et qui les insémine avec des champignons, et après il a des productions de champignons extraordinaires, c'est chouette. On peut produire du bois, du miel, si on met des abeilles, de la viande, on peut ajouter dans ces systèmes-là des poules. Les poules, c'est des animaux qui adorent vivre dans les sous-bois, hein. À la base, c'est ça, comme les faisans, des choses comme ça. Donc elles sont extrêmement pertinentes dans un système comme ça, parce qu'en plus, de par leur action de gratter le sol, elles aèrent un petit peu la terre, elles mangent tous les parasites qui pourraient aller sur les fruits qu'on voudrait récolter, et elles font caca des engrais extrêmement puissants pour les plantes. La poule, c'est magique. Ça fait des œufs. Et puis en plus, alors ce système, il va se développer, malgré nous, vers le sauvage. Il va y avoir, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut s'adapter au changement, il va y avoir des plantes sauvages qui vont arriver. Mais les plantes sauvages, on les ignore, et c'est tout à fait dommage. Sachez que dans une feuille de ronce, vous voyez ce que c'est les ronces, hein, ça fait des petites mûres là. Dans une feuille de ronce grande comme ça, du printemps, la jeune, bien fraîche et bien agréable à croquer, c'est tout à fait comestible, hein, si tu veux. Vous pouvez faire des salades de feuilles de ronce. Il y a plus de nutriments et de vitamines que dans une laitue entière du Carrefour. Ça veut dire qu'on se nourrit comme des merdes. Hein, c'est Mélenchon qui disait, je crois, que une pomme de son époque était équivalente à 100 pommes actuelles en termes de nutriments et de vitamines. Et pourquoi ? Parce qu'on a détruit nos sols, parce qu'on a détruit la fertilité, parce qu'on a détruit ce qui fait la qualité d'une plante, c'est-à-dire l'interaction avec toute la microbiologie, avec toutes les autres plantes, avec les minéraux. Ah là là. Ça va, vous n'avez pas marre? C'est crevant, non? Ah, vous comprenez pas tout? Ouais, On prend des questions. Ouais, vous posez des questions. Ça c'est un des outils de la permaculture. Obredim, c'est un acronyme qui a été piqué au génie civil. C'est pas la permaculture qui l'a inventé, hein, c'est simplement c'est une méthode pour implanter un système. Donc les permaculteurs, ils ont juste rajouté ça, visualisation. Quand on arrive sur un site et qu'on veut lancer un système, la première chose à faire, c'est de définir, pour les gens qui occuperont ce site, leurs objectifs. On n'utilise pas les mêmes recettes qu'un jardin qui veut protéger la biodiversité, ou un jardin, ou une forêt dont on veut exploiter le bois. Enfin, c'est pas les mêmes objectifs, donc ça va induire forcément l'implantation et le design de notre système. Pardon. Donc c'est les objectifs. Première phase d'observation, ça on en a déjà parlé. Hein, Obredim commence comme ça. On observe. On en a déjà parlé. Alors, à chaque étape, j'ai marqué fête, là. Parce qu'en fait, c'est un permaculteur qui m'avait dit ça une fois, j'ai trouvé ça chouette. Il me disait qu'à chaque étape réussie, on devait célébrer. Alors, je trouvais ça formidable. Alors, dès qu'on réussissait un truc, on mettait un coup de bêche dans le sol, et on va célébrer, on buvait une bière. Et on finissait la journée ivre-mort, évidemment, parce qu'on célébrait tout et n'importe quoi. J'aime bien cette idée, je sais pas. Ensuite, on définit les bordures de son système. Hein, on définit quelles vont être les frontières du système. Mais les frontières, c'est une vue de l'esprit, les frontières. Parce qu'en fait, les frontières administratives, c'est celle des hommes. La nature, on n'a rien à foutre. L'atmosphère, elle n'en a rien à foutre. L'eau, elle n'en a rien à foutre. Elle traverse, elle est vivante, elle est libre. Enfin bon, on doit quand même les identifier. On doit identifier les ressources qui sont à l'intérieur du système potentiel. Les ressources, ça va être des ressources évidemment en terre, en sol, mais ça peut être des ressources humaines. Hein, si moi j'ai une compétence par exemple à fabriquer des ruches, eh bien ça c'est une ressource qui va être sur le site après. Ou si j'ai beaucoup d'argent, je peux designer mon site de manière rapide. L'argent aussi est une ressource, hein,
c'est pas négligeable, vraiment pas. Ensuite, on fait une évaluation, à l'aune de tout ça, on fait une évaluation, on revient au début, parce qu'on se dit, ok, est-ce que mes objectifs sont réalisables après ce que j'ai observé, vu mes bordures, mes ressources? Est-ce que c'est toujours possible de le faire? Si oui, ok, je passe à l'étape suivante, sinon je suis obligé de revoir mes objectifs, ou de ramener des ressources différentes, alors par l'argent en général. Bon. Vous voyez que c'est important. À partir de là, une fois que j'ai fait tout ça, je peux me lancer dans mon design. Je vais placer mes éléments, définir comment je vais creuser mes faire mes sentiers, mes zones de... Voilà. Il y a 1000 choses. Quoi. Faire un design, c'est très complexe. Ensuite, je vais implanter mon design. Une fois que j'ai fait tout mon design, je vais le mettre en place. Hein, donc là, on passe à l'action. Vraiment sur le terrain, on met le système en place. Une fois qu'il est en place, il y a une maintenance. Il faut, parce que oui, je vous disais que le Graal du permaculteur, c'était de rester dans un hamac. C'est rarement le cas, malheureusement. Il y a toujours un peu de maintenance. On n'a pas encore réussi complètement à faire des systèmes qui s'autogèrent. Et bien sûr, une fois qu'on est dans l'étape de maintenance, on est obligé de repasser par des périodes d'observation. On va observer comment le système évolue, comment il change, ce qu'il nous propose, et à chaque fois, on va repartir dans ce cycle, et on va bouger, avancer avec le système, avec ce qu'il nous propose. On arrive à la fin, je vous rassure. Oh, je ne sais pas si je vous parle de ça, c'est un peu long. Vous en avez marre ou pas? Non. Ça c'est un design, c'est un début de design que j'ai fait avec un pote sur une ancienne ferme qu'il a achetée en Charente-Maritime. Je vous ai juste mis quelques éléments pour ne pas vous saouler parce que c'est complexe. Donc nous on est passé par une phase d'observation, on a déterminé le climat, on a déterminé la qualité du sol, on a regardé les plantes bio-indicatrices. Les plantes, une plante elle vient dans un terrain que si elle a les conditions de fertilité pour s'y trouver. Sauf si c'est les hommes qui les ont plantées, auquel cas elles ont été forcées, mais normalement les plantes qui viennent spontanément sont dites bio-indicatrices parce qu'elles dépendent des qualités d'humidité, des qualités chimiques, s'il y a de la présence, s'il y a du phosphore, s'il y a du calcium, voilà, elles ont toutes une raison d'être là. Donc elles déterminent, sans qu'on ait besoin de creuser et de chercher, elles déterminent la qualité du sol. Donc on a déterminé, on a fait de cette observation. D'abord je ne vous ai pas parlé, ouais, je ne fais même pas mon boulot. On a déterminé les objectifs de mon pote sur ces terrains. Je vous le dis rapidement parce que là tout ce qui m'a intéressé c'est d'avoir une petite production de fruits et d'accueillir un cheval. Ça fait partie des objectifs parce qu'il veut aussi faire un centre d'éducation populaire à l'instar de ce qu'on est en train de faire là et du coup bon, il y a tout un truc sur l'habitation. C'est compliqué d'en parler donc je préfère pas en parler. C'est trop long. Ici tout autour, là on a des rues, des routes, mais ici là on a un grand danger, on a des champs en agriculture conventionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une pollution monstrueuse qui va, de manière atmosphérique et de manière souterraine avec l'eau, emmener tous les polluants sur le terrain. Donc il faut qu'on mette en place des stratégies par rapport à tout ça. Accueillir un cheval, ça veut dire faire des zones de pâturage. C'est un peu un leurre sur ce terrain parce qu'il faut savoir que pour élever un grand mammifère comme le cheval, il faut 1 hectare par tête. Si on veut l'élever dans des conditions normales. C'est 1 hectare pour avoir les ressources nécessaires pour que ce grand mammifère puisse vivre dignement et ne pas impacter l'endroit. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a des élevages de vaches sur des terrains trop réduits, où il n'y a pas du tout 1 hectare par bête, donc on est obligé de faire venir de l'alimentation de l'extérieur. Hein, on sait que dans un système permacole, on ne fait pas ça, on essaye de tout produire sur place et de cycler. Les vaches, elles font caca tout le temps, elles marchent tout le temps, le sol il est tassé, il n'y a plus aucune plante qui peut pousser, ils font caca donc il y a des pollutions en nitrate. Bon, enfin c'est une catastrophe. Ne mangez pas de viande. Voilà. En plus c'est moche de tuer une vache, merde. Voilà. Donc les observations, pardon, excusez-moi, je vais laisser. On fait un zonage. Une des choses qu'on fait aussi, je ne vous en ai pas parlé, le zonage, je voudrais vous en parler très rapidement, c'est important pour ma suite en fait. L'habitation, c'est la zone 0. C'est la zone où on va passer le plus de temps. On fait un zonage de 0 à 5, en fait. Pourquoi? Eh bien, simplement pour
chaque zone, plus elle est éloignée, plus le chiffre est grand, moins on va intervenir. Donc, tous les éléments qui vont avoir besoin d'un soin constant vont être dans la zone 1. Parce qu'on a besoin de les voir. Et la zone 1 doit être près de l'habitation, parce que c'est comme c'est là qu'on est toujours, on veut avoir un œil tout le temps sur ce qui s'y passe pour pouvoir intervenir rapidement. Voilà, c'est une zone qui est très consommatrice en énergie, la zone 1. Par exemple, le potager. Le potager, c'est un non-sens de mettre le potager à l'extrémité de son habitation. Le potager, c'est un endroit où on doit aller tous les jours. Travailler un petit peu, c'est pas forcément beaucoup de travail, mais enlever une herbe dont on ne veut pas, récolter quelque chose pour la cuisine, mettre un petit coup d'arrosage à une plante qu'on voit un petit peu en difficulté. Donc ça demande du soin. A contrario, la zone 5, c'est la zone sauvage. On laisse toujours une zone sauvage dans un système permacole. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en sert de zone d'observation. Qu'est-ce que la nature fait d'elle-même? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est seule? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Parce que ça peut nous donner des pistes, nous, pour notre système. On peut voir si on se trompe, si on a fait quelque chose que la nature, elle, ne ferait pas dans ce système. La zone 5, ça c'est ça. On n'intervient pas du tout dans la zone 5. C'est juste une zone d'observation. La zone 4, ça va être une zone où vous allez aller très rarement. C'est une zone où on peut aller récolter du bois ou quelques plantes sauvages à l'occasion, chasser pour les chasseurs, mais ça va être très ponctuel. Ça va être une fois, disons, 10 fois par an, quoi. La zone 3, on rentre dans des contraintes un peu plus importantes, style verger, où on est obligé quand même de surveiller, avec une attention, d'aller récolter. Les récoltes ne se passent pas tout en même temps, donc on va y passer plus de temps, ça demande un peu plus d'énergie. La zone 2, vous avez compris le principe, jusqu'à la zone 0. Ici, notre stratégie, alors je vais vous parler de la stratégie sur l'eau, par exemple. Il y a une énorme surface de toiture. Vous vous rappelez qu'on doit ralentir et conserver les énergies sur les sites. Il y a une énorme toiture, donc on a décidé de créer un bassin et de récolter toute cette eau. Ça va nous faire, pour notre pâturage, ici, puisqu'on a créé des zones de pâture pour le cheval, ça va nous permettre au cœur de l'été, quand il fera très chaud, d'avoir une eau tout à fait disponible pour inonder notre prairie et qu'elle puisse verdoyer. Ici, on a remarqué que quand il y avait des grandes pluies, la route ici, ah oui, tout le terrain est en pente, pardon, je vais vous dire, tout le terrain il est comme ça, il descend. Ici il y a une route et quand il y a des grandes pluies, il y a énormément d'eau qui passe dans un fossé ici. On s'est dit qu'on allait récupérer cette eau, c'était dommage de la laisser partir, elle était juste à côté du système, en bordure justement, on allait récupérer cette eau. Donc on crée une deuxième retenue d'eau ici, qui est directement alimentée par cette eau, qui va être un peu plus rare, mais qui va être quand même pertinente à récupérer. Ici, on crée une troisième zone, un troisième bassin, qui lui va récolter toutes les eaux du terrain qui vont descendre ici, et c'est la zone 5, c'est la zone sauvage, on n'y fera rien. On ne va même pas artificialiser le bassin, on va le laisser vivre tel quel. Pourquoi? Simplement parce qu'on a remarqué que c'était la zone la plus basse du terrain, et qu'il y avait énormément de plantes sauvages qui nous indiquaient qu'il y avait beaucoup d'eau dans ce coin-là, de manière naturelle. Donc on va encourager cette accumulation d'eau, afin de créer un étang, de manière naturelle. Ici, on crée des baissières. Les baissières, j'en parle ou pas? Ouais, vite fait. Vite fait. Une baissière, c'est quoi? Quand vous avez un terrain en pente, l'eau, elle s'écoule comme ça. Donc faire une baissière, c'est profiter d'un flux naturel. On va créer un fossé ici pour arrêter l'eau. Avec la terre qu'on aura excavée d'ici, on va créer une butte ici. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va pleuvoir, l'eau, elle va couler ici. En coulant, elle va ramasser toute la matière organique. Des petits bouts de terre, des petits bouts de branches, des cadavres d'animaux. Cette eau, elle va être stockée ici. Et la matière organique, elle va se déposer au fond. L'eau, elle va continuer sa route sous terre. Elle va s'infiltrer. Donc ici, on va avoir une zone humide, extrêmement riche en matière organique. Et bien, on va en profiter pour planter sur ces buttes des arbres, des plantes de toutes sortes, qui vont bénéficier de cette humidité en profondeur
et de cette matière organique directement disponible. C'est une toute petite stratégie extrêmement pertinente qui nécessite juste un investissement de créer le fossé et la butte, et après vous laissez aller, ça se fait tout seul, il n'y a plus d'intervention, c'est le hamac. Donc vous avez vu, pour les polluants, on a décidé de faire des plantations, des doubles rangées de plantes dépolluantes avec des très grands arbres tout le long de la frontière, de la bordure avec le champ industriel, là, le cimetière à végétaux. Et on verra si ça fonctionne. Bon, je ne vais pas plus loin, je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous dire une chose. Il y a certains permaculteurs qui ont inventé une nouvelle zone. Il y a certains permaculteurs qui ont inventé une nouvelle zone, c'est la zone 0,0. Donc la zone 0, c'était l'habitation, la zone 0,0, c'est nous. C'est chacun de nous. Parce qu'en fait, il faut qu'on prenne soin de nous si on veut prendre soin d'autour de nous. Ça, c'est, vous connaissez, hein, c'est le symbole de l'infini en mathématiques. Eh bien, moi ça m'évoque ça, c'est-à-dire que, disons que ça c'est le monde réel. Le monde réel c'est l'univers. L'univers il est sans fin, il est illimité. Essayons d'imaginer la fin de l'univers, c'est impossible. À chaque fois que moi j'essaye d'attraper la fin de l'univers, ça s'arrête jamais. Et ça, disons que c'est notre conscience, notre imaginaire. Plongeons en nous, si on plonge en nous, on est capable d'avoir un imaginaire tout aussi illimité que l'espace réel autour de nous. C'est deux choses en miroir, comme ça. C'est deux infinis en miroir. Et nous, les hommes, on est là. On est l'interface entre ces deux mondes. Entre le monde du réel infini et le monde de notre imaginaire infini. Cette interface, c'est nous. On est à la jonction de ces deux choses. À chaque fois qu'on va saloper le monde réel, on va saloper notre imaginaire. À chaque fois qu'on va prendre soin de notre imaginaire, on va prendre soin du monde réel. Permaculturez-vous. Habitez la terre en poète et non pas en assassin. Merci. Si vous avez des questions, je suis tout à fait crevé, disponible. Pas de questions? Ouais, Julia. L'étang naturel, comment est-ce qu'on le... T'as dit qu'on allait enfin, l'aider à être un étang naturel, comment est-ce qu'on fait? On creuse un truc? Ouais. Enfin, non, je sais pas, justement. En fait, ça dépend des conditions. Alors c'est très situationnel pour le coup. Si tu as une terre qui est extrêmement argileuse, bah, tu creuses un trou et puis ça va se remplir tout seul et puis ton étang il sera étanche. Si tu habites à l'île de Ré et que tu essayes de faire un étang dans une dune, bah, tu n'auras jamais d'étang. Donc tu vas être obligé de l'artificialiser, c'est-à-dire que tu vas être obligé de mettre une bâche de PDM par exemple, pour simplement que ton étang puisse se remplir et rester... c'est pas forcément pertinent de le faire du coup parce que l'impact il n'est pas terrible. Ça dépend, si vraiment tu en as besoin dans ton système, il faut le faire. D'accord. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. Mais c'est souvent ça que je vais répondre parce qu'on va me parler de questions techniques en fait. Oui. Que pensez-vous des semi-directs, par exemple, dans la Beauce? Alors qu'est-ce que je pense des SMIC directeurs? Moi, il faut savoir, moi je suis ni un technicien, ni un universitaire, donc je ne pense rien des SMIC directs. Je sais que Claude Bourguignon parle beaucoup des SMIC directs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ses conférences. Eh ben, allez voir ça sur internet. Je suis que simplement dans la culture. D'accord, ok. Bah, si cette question-là vous intéresse, Claude Bourguignon il en parle énormément du SMIC direct. Il y a un japonais qui a énormément inspiré la permaculture qui s'appelle, je me trompe toujours dans son nom, Manubo Fukuosa, je ne sais pas. Il a écrit un bouquin dont je me rappelle le titre, c'est La révolution d'un seul grain de paille. Et lui il explique aussi beaucoup ce qu'est le SMIC direct. Ça va vous intéresser. Il y a, comme vous avez dit, c'est les animaux qu'il faut leur caca, Ouais. donc on ne laboure pas. Exactement. On la Exactement. bouffe pas. Ah ben c'est très Et pertinent hein, le les SMIC vers, direct. Hein. les vers Ouais, vont ouais. faire leurs déchets Le bourrage. sur le haut de la terre. Pour pouvoir... Labourer la terre c'est la tuer en fait. Ah oui, mais avec les poules, qu'est-ce que vous faites? Mais, Avec les machines poules. alors, je sais pas si tu vois la différence entre un labour de tracteur qui déploie je ne sais combien de milliers de chevaux et une poule avec ses griffes qui va gratter le dessus de la terre.
Ça va gratter, tu vas pouvoir mettre tes graines, tu peux le mater avec un peu de terre et c'est parfait. Ça, c'est une super machine. La Moi, poule. j'adore la Ah, machine. ça y est. Alors Delphine veut absolument que je vous parle du tracteur de poule. Ça, c'est une technique qui a été mise au point par les permaculteurs aussi, c'est-à-dire, grâce à toutes ces fonctions qu'ont les poules, ils se sont dit, pour mettre en place une forêt-jardin, par exemple, eh bien, on va créer des poulaillers mobiles. Sur des petits espaces, on met quelques poules dans un petit poulailler mobile, on les laisse travailler pendant une semaine, et puis on va déplacer le poulailler mobile de quelques mètres, et le terrain qu'elles auront travaillé ici, il va être fertilisé, il va être désherbé, il va être enrichi, il n'y aura plus qu'à aller mettre les plantes pour faire notre forêt-jardin, les mettre en place, et puis petit à petit comme ça, on peut déplacer, donc ça s'appelle un tracteur à poules. Ça fait plaisir à ma femme. C'est intelligent. C'est un poulailler à roulettes, ouais. Non, mais Condition qu'il comprendra. Là, on est en ville. Julien. Ouais, t'as raison. Eh ben, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça, justement. À la permaculture urbaine. C'est pas facile d'avoir tout sur place. C'est pas facile, mais tu vois, il y a des solutions, moi, que je trouve incroyablement simples. Prenons l'eau, par exemple. J'adore le travail sur l'eau. Et dans nos chiottes, on utilise de l'eau potable. C'est sidérant. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, des millions de personnes. Nous, on fait caca dans l'eau potable. Et après, on va payer pour retraiter cette eau potable, pour qu'elle soit à nouveau potable. Il y a énormément d'eau de pluie qui tombe. C'est tout simple, on pourrait simplement récupérer cette eau. Dans chaque immeuble, avoir des systèmes de récupération de pluie et alimenter le réseau des douches et des chiottes avec cette eau de pluie. Tout à fait possible. C'est des petits changements urbains. Je ne parle pas d'une révolution. Et déjà, ça ferait une économie considérable. Mais bon, la permaculture urbaine, mais tu as aussi, maintenant, il y a, je ne sais pas si tu as entendu parler des intrants comestibles. Il y a, par exemple, ça, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire que dès qu'on a un espace libre, eh bien, on va le végétaliser. Il y en a partout dans la ville. Il y en a pas mal, mais c'est des espoirs de végétalisation pour l'instant. Hein. Mais il y a des gens qui s'intéressent à ça. La permaculture urbaine, c'est bien développé. Sur les toits et tout ça, non? Sur les toits, les façades aussi. Tu peux cultiver les façades avec des. Tu peux mettre en réseau des balcons. Il y a un type qui faisait ça, et par exemple pour la production de kiwi, tu pars d'un balcon, ton kiwi il va se développer, des kiwis, ça se développe sur des mètres et des mètres, et à chaque fois, chaque kiwi qui part d'un pot, tu vas le remettre dans un pot un peu plus loin, c'est toujours le même, et tu peux coloniser comme ça une immense façade et avoir vraiment une belle production. Par exemple, c'est des techniques tout ça. Je ne sais pas si tu reviens un peu en retard, pour isoler son espace en permaculture de champs qui sont par exemple le pesticides que j'entends à la campagne, en Beauce, on a la pollution par les épandages aériens, qui avec des arbres, etc. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi la question de l'eau qui s'infiltre Tout dans à fait. le sol. C'est les deux pollutions, ouais. Est-ce qu'il faut aussi des plantes, mis à part les arbres, qui ont des racines assez, Ouais. Tu peux mettre plusieurs stratégies en place. Il y a des plantes qui accumulent en fait les polluants dans leurs feuilles, dans leurs racines. Il faut se renseigner. Tu peux mettre en place. Faut comprendre comment l'eau circule aussi. Parce qu'en fait, tu vois, si je fais des courbes de niveau, par exemple, hein, vous voyez ce que c'est des courbes de niveau, hein, c'est ce qui donne les pentes. L'eau, elle circule toujours de manière perpendiculaire à la courbe de niveau. Toujours. Donc c'est très facile en fait, quand tu as relevé tes courbes de niveau, de savoir comment l'eau va circuler. Donc là, par exemple, l'eau elle va circuler là, là. Ici, elle va avoir un trajet comme ça. Ce qui permet aussi d'ailleurs, si la pente est comme ça, hein, ce qui permet d'ailleurs de déterminer les zones sèches et les zones humides de ton terrain. Quand tu vois ça, bah, typiquement, tu vois que là, tu vas avoir une zone sèche. Parce que l'eau va s'écarter. Dans ces zones-là, à contrario, tu vas avoir des zones humides. Ici. Donc ça permet ça d'observer ça. Si ton terrain, il est ici, et que le champ, il est ici, tu vois que tu n'as à peu près pas de pollution souterraine avec l'eau. L'eau, elle ne va pas pénétrer ton terrain. En revanche, si ton terrain, il est ici,
là tu vois que tu vas avoir énormément de pollution. Alors là, dans ce cas-là, la technique, ça peut être de créer, ça si c'est le champ de ton voisin et ça ton terrain, tu peux déjà créer un fossé. À l'intérieur de ce fossé, tu vas planter des roseaux, des massettes, des choses qui sont typiquement des plantes dépolluantes. Ici, tu peux rajouter une rangée d'arbres pour tout ce qui va être aérien et volatile. Le problème, quand tu fais ça, tu vas avoir une grosse production de matière organique là à l'intérieur que tu vas être obligé de gérer dans ton fossé. Tu vas être obligé de nettoyer ce fossé et ces plantes-là, tu ne pourras pas les réutiliser dans ton jardin parce qu'en fait, elles auront stocké les polluants et si tu les remets dans ton jardin, tu vas remettre les polluants avec. Donc tu vas être obligé de les envoyer dans des déchetteries. D'autres questions? Quand la balade en forêt avec toi? Je sais pas. Moi, je voulais demander, il me semble que la permaculture, pour moi, ce qui est intéressant, parce que je suis une vraie parisienne, voilà, pour moi, la permaculture, c'est aussi social. Tout à fait. Même à Paris, j'ai envie de dire, à Paris, ce qu'il faudrait surtout faire, c'est de la permaculture humaine. Tout à fait. Alors comment on l'a fait avec ton système? Comme je le disais en introduction, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. C'est bien la peine. Ni un sociologue, ni un anthropologue. Il faut changer de mec. Et, donc je ne peux pas répondre à ça. Il fallait observer. Indirectement, on le fait un petit peu en se réunissant tous les jeudis soirs, en parlant, en mettant ça en place. C'est un petit peu ça. Créer du lien, ça fait partie d'une démarche permacole. Quand on crée du lien mais entre les animaux, entre les plantes et entre les hommes. C'est créer du lien. Après, tout est permacole. Oui, ça veut dire que l'éthique, par exemple, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager l'abondance, ça évidemment, ça peut être une règle de vie pour tout le monde. Quoi, tout à fait. Ça devrait être une règle de vie pour tout le monde. L'éthique de la permaculture, elle est fondatrice, je trouve, de ce qu'est la permaculture, mais elle devrait, parce qu'elle est en opposition à un système existant. Et que donc il faut retrouver ces valeurs-là, qu'on a perdues ou peut-être jamais eues, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut installer ces valeurs-là. Et s'il y a des insoumis ici, des gens qui ne sont pas encore insoumis et convaincus par le programme de l'avenir en commun, je pense que ce programme, quand on l'interroge profondément, nous incite à ça. Nous incite à recréer du lien, nous incite au partage des richesses, nous incite à la résilience. Il y a une vraie pertinence permacole dans le programme de l'avenir en commun. Pour moi, je l'ai ressenti comme ça quand je l'ai découvert. Par exemple, ta stratégie dont tu parles, faite par le génie civil, là, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la vie, tous les jours? Au Brédim, c'est pas une invention programme de vie, de choix de vie, etc. Au Brédim, c'est pas une invention des permaculteurs. Oui, non, de génie civil. C'est génie civil et c'est même réutilisé par les gens qui font du marketing, qui font de la communication. Donc oui, pourquoi pas en sociologie, évidemment, ouais. Mais peut-être je m'adresse au psychologue là qui va nous répondre, hein, si c'est possible. Pour que la permaculture elle soit enfin, tant sociale qu'agricole et surtout globale et pour tout le monde, viable pour tout le monde. Est-ce que la sortie du capitalisme c'est un prérequis ou ça va être une conséquence de si on l'applique? Parce que moi ce que je me suis dit au début c'est que ok mais en fait ça demande du temps, ça demande un éveil des consciences qui peut être fait que par la sortie du capitalisme entre autres et par du système néolibéral, du système général, mais aussi c'est là où moi je me pose ma question, c'est que est-ce que si chacun dans sa tête fait le chemin et qu'on travaille un peu dessus, est-ce que la finalité, ça va être ça aussi? Donc est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que c'est une... À titre personnel, je veux que ce soit un prérequis. Parce que je ne crois pas du tout dans ce modèle-là. Ce modèle est destructeur, comme je le disais en introduction. Une croissance illimitée dans un monde limité porte en soi les germes de sa destruction. Et les seules solutions que le capitalisme trouve pour continuer à exister dans ce hiatus absolu, c'est les guerres. Donc le capitalisme détruit pour pouvoir reconstruire. Et en fait, on est nous otages, alors c'est plus politique là, mais on est nous otages de ce système. On est pris au milieu de ça. Nous, on ne sert qu'à une chose, c'est d'alimenter le système du capitalisme. Donc oui, il faut se débarrasser, c'est un prérequis.
qui empêche finalement les agriculteurs qui sont complètement otages de l'agriculture industrielle, finalement de se convertir à la permaculture sans nécessairement attendre l'aval d'un gouvernement? En fait, il y a une temporalité très exigeante en permaculture. C'est-à-dire qu'un système qu'il atteigne son climax productif, que tu puisses en vivre en tant qu'agriculteur, c'est long. Il faut 5-6 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait derrière une volonté politique pour accompagner ces gens-là et pour les aider à transitionner. Ça ne va pas se faire. Il y a des initiatives personnelles, mais les initiatives personnelles, c'est toujours des gens qui ne viennent pas du milieu agricole, bizarrement. C'est toujours des citadins qui décident de se ruraliser et qui décident de lancer leur exploitation permacole. Ouais. Est-ce qu'ils sont nombreux? Les permaculteurs? Oh, je sais pas du tout. Ouais. Ben, mais je sais pas. Il y a des magnifiques expérimentations en France. Je vous en cite deux que moi je connais très bien, qui est la ferme du Bec et Loin, dont vous avez peut-être entendu parler dans le film Demain. Parce qu'on voit le patron qui a écrit un très bon bouquin. J'avais fait une bibliographie et une liste de toutes les choses à voir sur Internet, les sites, etc. On a oublié de l'imprimer. Donc si vous voulez laisser vos coordonnées, puis je vous l'enverrai par mail. Donc, si ça vous intéresse. Je ne sais plus ce que je disais du coup. Ouais, et un autre site qui est dans le Morvan, où moi j'ai fait 2 formations extraordinaires chez une fille qui s'appelle Natacha Leroux. Alors, il faut savoir que la ferme du Bec et Loin, c'est une ferme en maraîchage. Donc eux, c'est des gens qui vivent du maraîchage, qui vivent de la production et de la vente de légumes, et qui ont fait une exploitation permaculturelle. C'est vraiment une très très belle chose. C'est très beau, c'est très soigné. Et Natacha Leroux, elle part d'une forêt existante qui n'a pas été touchée depuis 200 ans. Il n'y a pas eu d'activité humaine dans cette forêt. Elle a un domaine de 5 hectares. Et à l'intérieur de ça, elle est en train de fabriquer une forêt-jardin, à l'exemple de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc elle va avoir 5 hectares en fait, de paradis sur Terre, où elle va avoir une productivité extraordinaire, tout en respectant la biologie, l'écosystème. Donc il y en a beaucoup des sites. Il y a un type en Charente aussi, qui s'appelle Richard Wallner. Il y a beaucoup d'expérimentations, ça reste malgré tout. Et puis il y a beaucoup de gens qui se réclament de la permaculture et qui oublient l'essentiel de ce qu'est la permaculture. Et qui ne font qu'appliquer des techniques sans se soucier de l'éthique, notamment, et c'est dommage. Tu n'es pas un spécialiste du social, mais tu as fait très intéressante. Il y a un truc qui me pose question, moi, par rapport au système créateur de liens, c'est l'école à la maison. Pourquoi c'est créateur de liens? Alors ça, cette fleur, elle a été faite par David Holmgren, et ça, toutes les techniques qui sont listées d'abord, elles ne sont pas exhaustives, et en plus, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées en Australie. C'est pas des modèles que nous, on a en France. Encore une fois, ça dépend aussi de l'écosystème social. Peut-être que c'est pertinent chez eux, mais que ça l'est pas chez nous. Toi, tu sais? Ouais. Ça s'appelle, c'est les flipped classrooms. C'est le concept, c'est qu'en fait, le cours, c'est pas le prof qui le donne à des élèves qui vont juste copier et à la maison faire les devoirs. En fait, le principe de l'école, là c'est traduit en école à la maison, mais c'est pas ça, c'est les classes inversées en fait. En fait, les cours, c'est chacun à son rythme chez soi. Et ensuite, on en discute entre nous. Et en fait, absolument pas. En fait, c'est que les classes, quand tu vas à l'école, tu vas pas à l'école pour apprendre des choses, tu vas à l'école pour faire tes devoirs en fait. Donc en fait, tu discutes avec ton prof du cours que tu as vu toi sur ton ordinateur chez toi. Et chacun va à son rythme. Il y a des groupes d'élèves qui ont moins bien compris et qui font leurs devoirs ensemble. Et c'est en ça que c'est créateur de liens, parce que c'est pas chacun dans son truc, dans sa logique compétitive, d'avoir une bonne note, etc. C'est chacun essaye d'avancer ensemble et de comprendre le cours d'abord à la maison, dans son coin, et puis ensuite on se retrouve en classe pour en parler tous ensemble. Et le prof n'est pas là pour donner le cours. Bah oui. C'est pas la transmission, c'est l'information. C'est l'information. L'information est donnée à l'ordinateur, la transmission se fait ensemble
autour du sujet, de l'information qu'ils ont reçue. Par des vidéos et des trucs comme ça. Ça existe en France ou la classe inversée? Oui, il y a beaucoup de classes inversées. Après, c'est peut-être pertinent dans la situation d'Australie où j'imagine que les habitats sont très dispersés, où c'est compliqué de faire des grands trajets pour aller à l'école, des choses comme ça. C'est aussi situationnel, tu vois. Ah ouais, je comprends. Mais c'est pertinent en France aussi dans la zone rurale. On ferme des écoles dès qu'il n'y a plus. Ça, on n'est pas obligé. Ok. Ben, merci beaucoup pour votre écoute. Merci bien.